Bonjour, aujourd'hui nous sommes heureux d'accueillir dans nos locaux Aérosymbiose Jean-Charles Sarbach, que vous connaissez comme directeur technique de la FIEV et qui a accepté de nous rencontrer pour apporter son témoignage en tant que contributeur direct à la commission sur l'évolution de la norme ISO 9001 version 2015. Jean-Charles, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, ISO 9001 version 2015, à quoi devons-nous nous attendre? Alors, pour expliquer ma participation à ce comité, outre mes fonctions de directeur technique de la FIEV que vous avez mentionné, je suis également membre du bureau international de l'IATF et c'est ce qui motive en fait ma participation à l'élaboration de l'ISO 9001. Ce n'est pas la seule justification. La justification première, c'est effectivement le fait que l'ISO TS 16949, qui est la norme automobile donc, qui est appliquée dans toute la structure automobile mondiale, est issue et est basée sur le référentiel ISO 9001 qu'on va évoquer donc aujourd'hui. Alors, puisqu'on va parler essentiellement de l'ISO 9001 version 2015, d'abord une question, cette norme ISO 9001, quelle est sa représentativité dans toute la galaxie des normes ISO? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ça? Alors clairement, l'ISO 9001, c'est la norme phare des systèmes de management. Pour vous citer quelques chiffres, on a 113 pays membres actifs qui contribuent directement à la gestion de cette norme. Il y a également 46 autres pays qui sont membres correspondants, donc qui sont également consultés dans le cadre des votes sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et puis en termes de déploiement, qu'est-ce qu'on a? On a 35 000 certificats en France, ce qui est quand même un chiffre très important, et dans le monde, plus d'1 million de certificats. Donc comme je le disais, effectivement, une norme phare des systèmes de management. Alors, une norme phare, on va retenir ça, un nombre important d'entreprises qui l'utilisent aujourd'hui, et un cycle d'évolution qui, quand même, vu de l'extérieur, paraît un peu lent, parce que la dernière version est de 2008, on va arriver en 2015, est-ce qu'on peut avoir, en résumé bien évidemment, ce qui se passe sur un parcours d'évolution d'une norme et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, c'est un processus effectivement défini par l'organisation ISO. Ce processus, il commence par une enquête. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ISO va consulter les pays membres sur un certain nombre de questions et sur la nécessité d'une révision éventuelle. Et ces questions vont être relayées par les associations nationales de normalisation des différents pays auprès de leurs adhérents, qui vont finalement exprimer leur opinion sur les motifs d'une révision éventuelle et sur les thèmes qui devront être abordés. C'est le point de départ. Ensuite, le comité rédige ce qu'on appelle un committee draft, c'est la version dite CD, qui est ensuite soumise au vote de ces mêmes États membres, donc vote avec commentaire. Et l'étape suivante est de converger vers une version dite DIS, Draft International Standard, en tenant compte des commentaires exprimés, qui elle-même est donc soumise de nouveau à une enquête avec commentaires. Donc aujourd'hui, on en est à l'évolution vers la dernière version, qui est la FDIS, la Final Draft International Standard, qui va être soumis à un vote, au vote de l'ensemble des pays membres à partir du 1er juillet et donc jusqu'au début septembre, qui est un vote sans commentaire, un vote d'approbation ou désapprobation et qui donnera lieu, dans le cas positif, à une publication en septembre pour la version anglaise et en octobre pour la version française. Alors, je crois savoir, parce qu'on a eu quelques informations, mais que le comité est assez content de ses travaux, puisqu'il y a eu un résultat remarquable au niveau du vote sur le DIS. Oui, le vote sur le DIS était meilleur que le vote du CD, donc on est en amélioration. Il a été de 89% d'approbation, donc c'est un score qui est tout à fait acceptable et qui nous encourage à aller dans cette direction, qui encourage le groupe de travail qui est composé de 80 personnes et de 47 pays pour aller plus loin et donc dans cette version FDIS. D'accord. Donc avec un score aussi élevé de vote positif,
on peut s'attendre à avoir peu de différence entre le DIS et le FDIS, mais justement, abordons maintenant quelles sont les évolutions que l'on va pouvoir rencontrer dans cette nouvelle version 2015. Alors, les évolutions, il y en a quelques-unes. Ce que je voudrais faire, c'est les segmenter en deux, des évolutions de type générique et des évolutions de type détail, au niveau principalement des exigences. Je crois que la première évolution tout à fait notable, c'est la création d'une structure de haut niveau, dite High Level Structure, qui servira de modèle et de base ou de fil conducteur à l'ensemble des systèmes de management. Et donc l'ISO 9001 version 2015 sera la première norme des systèmes de management à adopter cette structure. Je crois que la deuxième évolution de type générique, c'est une norme qui est peut-être qualifiée comme plus universelle, plus orientée vers les services, et donc plus générique entre guillemets, si on peut la comparer par rapport à la 2008. Donc moins dirigiste, moins d'exigences documentaires, par contre plus exigeante en termes d'exclusion, puisque désormais l'exclusion de telle ou telle recommandation, ou plutôt exigence, ne sera possible quand l'organisation s'est démontré que ce n'aura pas d'influence, d'une part sur la qualité du produit et du service, et de l'autre sur la satisfaction du ou des clients. Alors justement, les clients, on va en parler. L'ISO 9001 a toujours un focus important sur le client, mais on élargit un petit peu le spectre là, puisqu'on apporte un nouveau concept au titre des parties intéressées. Alors, qu'est-ce que c'est ? Première évolution donc, du contenu, effectivement, c'est effectivement l'élargissement de la notion de parties intéressées pertinentes. Donc cette version FDIS va proposer à l'organisation de ne pas regarder que et uniquement que les exigences de son client, mais également toutes les éventuelles exigences, si elles sont pertinentes, des parties intéressées extérieures au processus de l'entreprise et qui seraient susceptibles d'intervenir ou d'avoir une influence sur le fonctionnement de l'organisation et donc sur la qualité du produit et du service. D'accord. Donc pour donner quelques exemples sur les parties intéressées, on pourra parler des organismes de tutelle, par exemple la réglementation, les syndicats professionnels, les organismes normatifs, etc. Voilà, tout ce qui environne le fonctionnement de l'organisation. Vous avez cité le réglementaire, c'est quelque chose de très important. On a dans certaines industries en tout cas des activités qui sont de plus en plus réglementées et parfois de manière assez complexe, et donc le futur référentiel alerte sur ce point particulier notamment. Alors, on poursuit après le client. Il y a un autre mot qui a, j'allais dire, fuité assez rapidement des travaux sur la version 2015 dès le début, c'est la notion de risque. Et on dit la version 2015 va introduire le management des risques. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ? Alors, je vous ai parlé d'assouplissement entre guillemets, de référentiel qui devient plus universel. Il faut en même temps alerter l'organisation sur le fait qu'une bonne gestion une bonne gestion de l'organisation commence par une bonne analyse et une bonne gestion des risques, et j'insiste également des opportunités. Donc l'intention, c'est d'associer ces deux termes. La notion de risque est donc à voir sur l'aspect négatif, c'est-à-dire danger pour le fonctionnement de l'organisation, et le terme d'opportunité comme des éléments extérieurs, a priori de son client et de l'organisation, et qui pourraient être de nature à apporter de nouvelles sources d'amélioration ou d'élargissement de la qualité des produits et des services. Alors, on a bien compris en fait que ce management des risques de l'organisation se faisait à travers ou grâce au processus de l'organisation. La notion d'approche processus, elle est née avec la version 2000. En 2008, il y a eu quelques évolutions, mais pas grande nouveauté sur l'approche processus.
Qu'en est-il pour 2015? Est-ce que l'approche processus, on l'abandonne, on continue? Alors, non seulement on continue, mais on la renforce. Alors pourquoi on la renforce? Tout simplement parce que si on suit le déploiement des certificats, on s'aperçoit qu'une grande partie des non-conformités proviennent d'une incompréhension partielle ou totale de cette notion d'approche processus par les entreprises, quelle que soit leur taille. Et donc, ces exigences en fait, qui se résument au pilotage des processus et au suivi des indicateurs, est détaillée de manière beaucoup plus formelle dans le chapitre notamment 4.4, que vous découvrirez, et qui permet et qui donne les différentes lignes directrices à l'organisation pour qu'elle puisse manager, piloter ces processus de manière efficace. Alors, donc on a bien compris que l'approche processus était renforcée, était mieux détaillée. Il y a un nouveau concept qui fait son apparition, et là dans un registre qui sont les ressources humaines. On a vu apparaître le vocable de gestion de la connaissance. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots et pourquoi on introduit ça aujourd'hui? Alors, tout à fait. La genèse de cette exigence ou de ce chapitre, elle vient du fait que des voix se sont exprimées pour introduire dans ce futur référentiel 2015 une notion de développement durable. Bon, ça n'a pas été finalement, ça n'a pas abouti, tout simplement parce que ces notions-là sont traitées sur d'autres référentiels, mais le groupe de travail a néanmoins considéré que la sauvegarde, le management des connaissances et du savoir-faire était un élément suffisamment influent, possiblement influent sur la qualité du produit et du service pour en fait le faire figurer en tant qu'exigence de gestion. Alors, donc, si on résume, nouvelle structure. Alors, la surprise, mais ce sera visible pour tous, c'est qu'on va avoir une norme qui va apparaître avec 10 chapitres au lieu de 8, ça c'est ce qui va se voir. Élargissement du spectre, on parle plus simplement du client, mais des parties intéressées. La notion de management des risques, une approche processus renforcée, une attention particulière sur le management des connaissances pour la pérennité et le savoir de l'entreprise. Bon, voilà beaucoup de nouveautés. Alors aujourd'hui, on arrive au terme de ce voyage de l'évolution de la version 9001-2015. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience de travail international sur ce projet? Eh bien, beaucoup de points positifs. Vous imaginez 47 nations qui contribuent à l'élaboration de cette nouvelle norme, avec des cultures qui leur sont propres. Eh bien, malgré ça, on arrive à trouver des esprits et des cultures communes, des manières de fonctionner communes, et donc on arrive à converger vers des solutions, même en cas de difficultés particulières sur la définition d'une exigence. Donc beaucoup de bons ressentis sur cette expérience. Bon, la seule chose que je voudrais tout de même rappeler, c'est que une norme, elle est conçue, elle est appliquée. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que les concepteurs ne soient pas les mêmes que ceux qui vont l'appliquer. Donc, on regrette simplement une présence très insuffisante des organisations, et notamment des industriels, lors de cette phase d'élaboration de normes qui dure 4 à 5 ans, comme vous l'avez signalé. Alors, Jean-Charles, on arrive au terme de notre entretien, et donc permettez-moi de nous recentrer sur la planète automobile. Et donc, on a vu en début d'entretien que l'ISO-TS était accroché à l'ISO. Alors, qu'en est-il de l'évolution de l'ISO-TS? À quoi devons-nous nous attendre? Alors, aujourd'hui, donc, comme vous le savez, l'ISO-TS est basé sur la version 9001 de 2008. En octobre dernier, l'IATF s'est réuni donc, en Chine et a décidé, in fine, de s'aligner sur la version 2015. Donc un groupe de travail a d'ores et déjà été constitué pour travailler sur cette révision, sur la base de la structure et des exigences du futur 9001 de 2015. Et donc la révision de l'ISO-TS 16949 devait être publiée avant la fin de l'année 2016, très vraisemblablement. Très bien.
Merci Jean-Charles de ce temps que vous avez consacré pour parler de cette expérience sur l'ISO 9001 version 2015 et puis à bientôt. Je vous en prie, merci.